Vous ne pouvez pas vous lancer dans la carrière artistique pour de l'argent sans pour autant avoir des compétences. Parce que c'est les compétences qui vous ramènent de l'argent demain. Il y a eu des réunions de famille où on m'appelait pour soit me menacer parce que justement j'allais devenir fou. Ce qui m'a attiré vraiment dans la création, c'est de films. J'ai regardé trop de films, trop de mangas. Je m'inspirais de ça. Et puis je voulais faire des créations personnelles aussi. Donc du coup, je me suis lancé d'abord à la photographie avant de passer à la vidéo. Je mise beaucoup plus sur le projet que je fais en espérant que ce projet-là, si ça plaît demain, c'est ce projet-là qui va m'amener le plus. Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à Pile ou Face, le podcast qui met en face deux générations pour un partage d'expériences. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Pau Chilo, qui se tient à ma gauche, et Nems Director, qui travaillent tous les deux dans la création visuelle. Et aujourd'hui, on est parti pour un partage d'expériences. Alors, Monsieur Pau Chilo et Monsieur Nems, bienvenue. Merci. À Pile ou Face. Merci pour l'invitation. Alors, moi, j'ai juste dit vos noms, Pau Chilo. Je pense même que c'est un surnom. Je ne sais pas, vous allez nous l'expliquer. Mais je pense que nous sommes là pour que vous puissiez vous présenter d'abord. Absolument, oui. Et j'aime beaucoup la manière que vous avez pris pour présenter. On dirait deux combattants des MMA. À gauche, Pau Chilo qui apparaît. Et puis à ma droite, Nems Director. Ok, moi je suis Pau Chilo. Ce n'est pas une sorte de surnom ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon nom. Bien que d'autres pensent que c'est Pau comme Power, P-O-W-E-R. Mais pendant que c'est P-O-W juste, ce qui veut dire Patrick Olondo Achilo, mon nom est tellement long. En fait, je réduis juste. Voilà, donc je suis Pau Chilo, réalisateur, coloriste et DOP. Je travaille chez Real Art Studio, qui est une maison de production, si je peux le dire ainsi. Et je suis réalisateur de... Bon, je ne peux pas dire formation, parce qu'en réalité, je n'ai pas de diplôme. Donc, je me suis formé moi-même, mais je suis architecte, peintre. Vous êtes architecte? Je suis architecte de formation. Ok. Combien de formations? J'ai plein de formations, mais le plus gros des diplômes que j'ai, c'est l'architecture de l'intérieur. D'accord. Et on va passer à notre deuxième intervenant, Nems Director. Ça, je pense aussi que c'est un surnom. Il va nous dire quel est son véritable nom et il va nous dire ce qu'il fait. Ouais, en fait, moi, je me nomme Néhémie Musique. Ah, Néhémie Musique. Oui, c'est mon nom de la famille. Musique? Musiki. Musiki, ok. Oui, c'est en lingala. C'est en lingala, d'accord. Ok. Enchanté, Musiki. Monsieur. Je suis réalisateur, coloriste, vidéaste. En tout cas, parce que les vidéastes sont des genres qui englobent tout. D'accord. Donc, je travaille en freelance avec les autres studios, Maël Studio et puis d'autres partenaires. D'accord. Ravi de faire ta connaissance, Nems. Je pense que nos téléspectateurs sont ravis de vous connaître tous les deux. Alors, moi, je suis un profane en ce qui concerne la création visuelle. Et vous allez m'excuser, mais je vais vous poser beaucoup de questions par rapport aux termes que vous allez utiliser, hein, parce que moi, je suis un profane. Ok. Et on a choisi de commencer avec la création visuelle parce que c'est un métier qui prend beaucoup de place aujourd'hui, qui intéresse aussi beaucoup les jeunes et qui joue un très grand rôle dans notre société. Alors, on va commencer avec une question que j'ai pour vous deux. C'est premièrement, qu'est-ce qui vous a attiré vers la création visuelle? On va commencer avec Nems. Qu'est-ce qui m'a attiré vers la création visuelle? En fait, moi, j'étais passionné de voir... Ce qui m'a attiré vraiment dans la création, c'est de films. J'ai regardé trop de films, trop de mangas. Je m'inspirais de ça. Et puis, je voulais faire des créations personnelles aussi. Donc, du coup, je me suis lancé d'abord à la photographie avant de passer à la vidéo, la vidéographie. Ok, donc ce qui t'a intéressé au départ, c'était les films, les mangas. Je regardais tellement de films. Et tu te disais, mais comment ils font ça? Comment ils font ça, surtout les effets de plans, les prises de composition, de la créativité. En fait, la façon dont ils passent leur message. Ouais. Okay. C'est ça qui m'a attiré beaucoup vraiment à faire la vidéo. Ok, donc ce qui te passionnait, c'était en fait la manière dont ils arrivaient à communiquer leur message. Leur message. Ok, et tu t'es dit que moi aussi je vais me lancer. Ouais, je vais me lancer. Et puis, avant, je prenais d'abord des photos. Ok. Je prenais des photos parce que pour bien maîtriser la composition, les cadrages, les prises de vue,
pour faire parler ce que j'ai envie que les gens sachent de moi, ce que j'ai envie de transmettre. Et puis, je me suis lancé à la vidéo et ouais, ça a été pas mal vu que je maîtrisais déjà la triangle d'exposition à la photographie, ce qui est facile pour moi. D'accord. Ça m'a pas beaucoup vraiment pris la tête pour ça. Donc, si je comprends bien, t'as commencé par, t'as d'abord été influencé, c'est que tu as aimé de voir les mangas et les films, et ensuite t'as commencé par la photographie. La photographie. Et actuellement, t'es dans la vidéo. La vidéo. D'accord. Et Monsieur Pauchilo? Bah, moi, ce qui m'a plus attiré dans cet art-là de créer visuellement les choses, c'était l'envie de vouloir raconter des histoires, en fait. Alors, l'art est le canal par excellence pour pouvoir raconter une histoire, présenter une idée et ce genre d'éléments. Alors, j'avais toujours envie de vouloir dire quelque chose, mais sans pour autant le dire verbalement. Dire beaucoup de choses, mais le dire avec une simple image. Ok. Ouais, donc si j'étais plus attiré, moi, par l'effet de vouloir raconter, comme je dis, communiquer, ou partager des ressentis ou des sentiments, tout ce que l'on peut vouloir. C'est ce qui m'a vraiment plus attiré. Donc, verbalement, vous étiez introverti, mais quand il s'agissait du visuel, vous étiez extraverti, c'est ça? Ouais, parce que je pense que par moment, c'est beaucoup plus simple de dire peu pour dire beaucoup. Et la meilleure de choses la chose qui fait ou qui rend possible cette chose, comment je peux le dire, qui rend possible cette façon de faire, c'est par une œuvre d'art. L'œuvre peut avoir, ça ne peut être qu'une simple image, mais qui peut raconter toute une vie. Donc alors, c'est pas trop l'effet d'être introverti, mais c'est plus l'effet de vouloir raconter quelque chose et se rassurer que cette chose-là peut rester pendant longtemps. Et ce n'est que par l'œuvre d'art. Comme aujourd'hui, quand vous écoutez des vieilles musiques, on n'existait pas encore. Quand on repart aux années 15, pendant lesquelles, l'an 1500 et tout ça. Aujourd'hui, quand on écoute ces genres de musique classique, on n'y était pas. On peut s'imaginer des choses. On peut nous-mêmes raconter une histoire d'un événement qu'on n'a pas assisté. Donc, c'était plus un peu dans ce sens-là où je me suis facilement laissé emporter par l'œuvre d'art ou par l'art en général. Ok. C'est très intéressant. Donc, en fait, je comprends que tous les deux, vous vous êtes lancés dans la création visuelle pour communiquer. Bon, généralement, tout le monde se lance pour communiquer. Sans ça, l'œuvre est censée être porteur d'un message. Si ton œuvre n'a pas de message, c'est pas une œuvre d'art. Mais que pensez-vous des personnes qui se lancent premièrement pour l'argent? C'est lancé pour de l'argent. Je pense que vous ne pouvez pas vous lancer dans la carrière artistique pour de l'argent sans pour autant avoir des compétences. Parce que c'est les compétences qui vous ramènent de l'argent demain. Supposons, vous ne savez pas peindre. Vous dites que je veux peindre pour avoir de l'argent. Qui va acheter votre œuvre si si ça n'attire pas? Ouais. Enfin, je ne dis pas que l'œuvre d'art, c'est ça aussi, c'est que l'on doit retenir, c'est que une œuvre d'art n'est pas forcément bien perçue ou bien reçue de tout le monde. Ce que vous trouvez beau, moi je peux trouver laid. Ou ce qui peut vous attirer, moi non. Ça, oui, c'est une parenthèse. Mais néanmoins, vous devez être en mesure justement de séparer ces personnes-là pour dire que vous devez être en mesure d'arriver à réaliser une œuvre d'art. Et vous dites que vous voulez être chanteur, mais quand vous chantez, tout le monde a envie d'éteindre la radio. Vous allez rien vendre. Ouais. Vous pouvez bien vouloir. Malheureusement, je ne pense pas trop qu'il y a des gens qui s'élancent dans quelque chose pour de l'argent. Mais je pense que cette possibilité-là vient toujours après. C'est quand vous êtes déjà dedans que vous ne le faites plus, la chose, entre parenthèses, puisqu'ici nous parlons de l'art. Donc, vous ne faites plus cela par passion, mais ça devient maintenant par obligation d'obtenir de l'argent derrière ça. Donc, il veut simplement dire que je ne crois pas trop que les gens se lancent dans quelque chose avant, dans le sens où ils partent en voulant avoir de l'argent, sans pour autant avoir la compétence et tout ce qui est requis. D'accord. Même, c'est ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Donc, toi aussi, premièrement, c'était la passion. Au départ, tu ne pensais pas d'abord à l'argent. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion d'obtenir plus de l'argent quand je me suis lancé dans 2023, la fin. Donc, je me suis dit, je commence déjà à bien maîtriser mon art. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir de l'argent? Donc, j'ai dit à faire quelques performances personnelles au studio
j'ai pris un mannequin, j'ai acheté un fond, Ok. j'ai loué un caméra plutôt, caméra Sony, des A7 III. J'ai eu ma lumière, j'ai fait un setup et puis je me suis créé des idées genre bureau là. Ça n'a pas vraiment des scripts basiques. Ok. Il y a que de beaux prises. Donc tu t'en fais aller à l'inspiration. À l'inspiration. Parce qu'il te venait directement. Oui. Mais c'est vrai, hein, des fois on fait des bonnes choses quand c'est spontané comme ça. Oui. Des fois, oui, il y a la même nature qui nous aide par moment. C'est comme vous prenez une photo par hasard d'un coucher de soleil et la manière dont les nuages se forment et tout ça, c'est pas vous qui l'avez programmé ou composé. Ouais. Mais vous prenez juste le moment, mais si vous revenez là demain ou après-demain, vous l'aurez pas. Donc par moment, le hasard ou même la nature nous permet de créer des choses instantanément sans pour autant se rendre compte. Et quand on vous demande de refaire, généralement c'est difficile. Ok. Parce que vous n'avez pas toutes les solutions pour pouvoir retrouver exactement la même chose. Oui, vous n'avez pas le contrôle sur les nuages, sur la météo. Ou dans le spontané, par hasard, la dame bougeait, supposons que c'est une dame que vous photographiez, d'une manière où elle voulait s'asseoir et vous avez pris la photo par accident ou même juste pour essayer. Vous vous rendez compte, c'est tellement joli. Quand vous leur demandez de faire la même chose, même elle se rend pas compte, en fait, c'est comment que je me mettais. Voilà, donc, il y a des fois où le spontané aide énormément. Ok. Alors, vous vous êtes lancés tous les deux dans la création visuelle. Et j'aimerais savoir en quelle année pour Nems et en quelle année aussi pour Pauchilo. Nems, toi, c'était en quelle année? J'ai débuté en 2022. Mais c'est quand vraiment que tu as eu cette passion-là? Dès le bas âge? Oui. Ok. Dès le bas âge. Mais tu t'es lancé en 2022? Oui, je me suis lancé en 2022 parce que j'avais pas assez de opportunité d'avoir de matos, comment faire, comment prendre des prises, comment créer. J'avais pas cette opportunité parce que mon entourage avait dans mon entourage, il y avait que des photographes. Ok. Que des photographes. Et puis c'était vraiment difficile d'avoir des caméras, des très bonnes caméras pour filmer ce que je voulais, ce que je vais faire. Ok. Donc au départ, en fait, quand tu te lançais, l'un des freins qu'il y avait, c'était le matériel. Le matériel. Ok. Je pense que c'est un défi auquel on pourrait revenir plus tard, lorsqu'on parlera du business en soi, de la création visuelle. Et je sais pas, Pauchilo, c'est à quel moment que la passion elle a apparu et vous êtes lancé quand et en quelle année même? Bon, moi, il y a plusieurs étapes, normalement, mais ce qui est sûr, c'est depuis que j'étais enfant, parce que j'ai fait le Beaux-Arts. Ah, en Voilà, Beaux-Arts. donc, Ok. ma première année secondaire, donc moi, j'étais encore enfant, déjà à l'Institut de Beaux-Arts. Plongé dans les arts déjà. Depuis, j'ai été un peu, moi, envoûté d'une certaine manière, si je me permets l'expression, par la couleur, en regardant aussi des dessins animés étant plus jeune et tout ça. Parce que c'était ça ma première passion, c'était faire des bandes dessinées. C'était pas trop être réalisateur de live action. C'était quoi votre bande dessinée préférée avant? Bon, comme tout jeune, c'était Dragon Ball Z. Ah, voilà. On se battait souvent avec des amis, eux qui étaient Chevaliers Zodiac et tout. Chevalier du Zodiac aussi, je Donc regarde. voilà. Alors moi, j'étais plus attiré par la couleur, le dessin en général, d'où plus dans les bandes dessinées. Et après avoir fini mes études humanitaires vers les années 2020, que je dis 2006 ou 2005, 2004 par là, je me rappelle plus trop. Et puis je me suis lancé en architecture d'intérieur. J'ai eu la licence en 2010-2009. Mais j'avais commencé professionnellement déjà à travailler depuis 2019. Non, depuis 2009. Je sais pas pourquoi je fais des erreurs de plus de date. 2009 en tant qu'architecte d'intérieur ou dans la création visuelle? En fait, en réalité, ma vie artistique est un peu compliquée du fait que j'ai fait la peinture, comme je l'ai dit, et l'architecture, mais je n'en ai pas vraiment fait en tant que profession. Mais c'était plus pour acquérir des connaissances. Par exemple, j'aimais tellement la couleur que je me disais que je dois apprendre la notion et le langage des couleurs. D'où pour faire les bandes dessinées. Je me suis vraiment donné à faire la peinture, à comprendre la peinture, pas pour faire des tableaux. C'était pour comprendre, avoir cette notion-là. Et puis quand je suis allé en architecture, c'était non plus pour aller construire des maisons. Bien que j'en ai construit quelques-unes. Ah bon? Oui. Donc Pauchilo est aussi architecte. Oui. Mais c'était plus pour avoir la notion d'échelle, perspective, pour les bandes dessinées.
Parce que on comprend bien que quand on fait des cases, des bandes dessinées, il faut bien faire dessiner des maisons et tout ça. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais mon premier travail, c'était dans une agence de pub, je pense, si je me trompe pas, mais excusez-moi d'avoir perdu le nom. Ça devait être Cube, quelque chose, Cube 3, je sais pas, ça date de longtemps. Ok. Et c'est là que j'ai commencé en 2009. Et après, j'ai connu d'autres agences. Mais en tant que réalisateur, je suis aujourd'hui, si je dois donner une date approximative à peu près quand est-ce que j'ai commencé, c'était en 2010-2011. 2010-2011. Ok. Ouais. D'accord. Alors, je sais que à votre époque, sûrement, il n'y avait pas beaucoup de repères dans la création visuelle. Et j'aimerais savoir comment a réagi votre famille quand vous leur avez dit que, voilà, moi, je vais me lancer dans la création visuelle. Est-ce qu'ils ont directement accroché ou... Moi, le seul souci que j'avais, et pas le moindre, c'est Dieu merci. Pour moi, il m'a toujours donné ce goût-là de vouloir apprendre. Et ça n'a pas commencé maintenant. Je le dis souvent dans tout ce que je fais comme échange sur ma chaîne, que j'ai pris mon temps vraiment à étudier. Personnellement, déjà ça a causé un problème à la famille. Ah bon? Il y a eu des réunions de famille où on m'appelait pour soit me menacer. Ah bon? Voilà. Pourquoi? C'est vraiment parce que justement, j'allais devenir fou. Moi, quand j'étudiais, par exemple, à l'académie, on commençait à 7h du matin, 7h30 à l'époque. Si on a deux gants ou si on revenait tard, c'était 17h. Moi, je prends 1 heure du temps pour manger, faire tout ce que je fais. À partir des 18h, je commence à étudier jusqu'à 4h du matin pour sortir encore le matin. Waouh. Et là, maman en a parlé, et puis devenu un problème. On est allé voir les grands-parents, les oncles sont arrivés. Et parce que ce que j'ai étudié, c'était des livres, mais qui étaient en Russie, enfin, que je dis en russe, qui étaient en chinois. Parce que le plus important pour moi, c'est de comprendre. Et malheureusement, je le dis, nous les francophones, on n'est pas trop ouverts pour partager nos connaissances, mais c'est plus facile pour les anglophones et les autres personnes d'autres cieux, bien sûr, à part les francophones. Okay. Tous les livres que j'obtenais, les DVD, tout ça, c'était dans ces langues-là. Alors je devais étudier. Alors c'était ça le premier problème que j'avais. Les gens disaient que je passais trop de temps devant un cahier ou devant les écrans, parce qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était pas comme maintenant. Et c'est après, maintenant, que le vrai souci, c'était le premier, ça c'est le dernier, parce que c'était l'apogée, mais l'avant, c'était, je suis le seul artiste de ma famille, que ce soit du côté père ou du côté mère. Ok. Donc, c'est vraiment mon grand-père jouait de la guitare, mais c'était plus pour s'amuser. C'était pas vraiment comme profession. Alors là, tout le monde était contre, parce que s'il y a plus de journalistes, plus de médecins, et toi, tu viens écrire, je vais être peintre. Ah, pas mal. Voilà. Il y avait les économistes, les avocats. Voilà, avocat, comme tu le dis, exactement. Et toi, tu veux être peintre. Et ici, non, les peintres, c'est entre guillemets un peu comme des footballeurs, c'est comme des musiciens. Alors, c'était vraiment un souci, mais je peux même vous raconter une anecdote. D'accord. J'étais à Saint-Raphaël. Je finissais la 6e année primaire et la famille m'a obligé de continuer à Saint-Raphaël pour les écoles secondaires. Ok. Et le compromis, l'idée, c'était si tu finis la 3e année, de la 2e année, comme ça, la 3e année, tu pourras aller à l'Académie des Beaux-Arts. J'étais tellement contre. Et on m'a frappé, on m'a fait. On vous a fait. Mais bon, ok. L'anecdote, c'est quoi? J'ai dit, bon, d'accord, je vais faire comme vous voulez. Je vais aller à un truc au Saint-Raphaël pour faire le test. Comme ça, si on me choisit, je reste. Okay. Je ne choisis pas, donc c'est contre ça. Ok. Et j'entre dans la salle de l'examen, du test. Et là, on me donne ma feuille de papier, ma feuille de questionnaire et tout. Je prends le stylo, j'écris juste mon nom, j'ai déposé le stylo, j'attends. Jusqu'à ce qu'on a récupéré les papiers. J'ai eu plus qu'un 0. Donc, vous avez fait exprès d'échouer pour aller à l'Académie? Oui, j'ai fait exprès. J'ai juste mis mon nom, j'ai mis la date, j'ai déposé le stylo, j'attendais qu'on récupère la feuille. Comme ça, au moins, je suis sûr que j'ai fait ce que vous voulez, j'étais allé, j'ai pas réussi. La stratégie. C'était la stratégie. Pour poursuivre sa passion. Donc, c'était pas facile pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui, mais maintenant, là, ils sont tous fiers. Tout le monde, je dis, si j'avais suivi votre logique, ce serait n'importe quel médecin. Enfin, ce sont des personnes, bien sûr, que je ne suis pas en train de rabaisser, mais juste que c'est très facile de connaître un artiste qu'un médecin, sauf si vous êtes malade. Donc, vous voyez, mais artiste, que vous soyez malade ou pas, on le connaît. Voilà. Ça, c'est vrai. Et je pense aussi un petit message pour les parents, c'est que des fois, il faut permettre aux enfants de poursuivre leur passion. Exactement, oui. Parce que on ne sait pas ce qui peut arriver dans le futur et à quel point ils peuvent développer leurs compétences pour devenir excellents. Il faudrait les accompagner. Oui, il faudrait les accompagner.
Et toi, Nems, dis-nous un peu comment la famille, les parents, les frères et sœurs, ils ont réagi quand toi, tu leur as dit, non, moi, je me lance dans la réalisation, je me lance dans la photo, dans la vidéo. Pour moi, ça a été un peu facile, je dirais. Parce que je suis entouré des artistes. Il y a des peintres, des dessinateurs, il y a des architectes. Comment tu les as connus? C'était dans l'école ou dans le quartier que tu as connu tout Et tout se vient de ma famille. Ok, donc dans ta famille, vous êtes déjà une famille d'artistes. D'artistes. Il y a mon grand-père qui est peintre. Ouais, la question, il faut poser à la première personne qui était artiste de cette famille. Donc en fait, c'est deux familles complètement opposées. Non, Vous avez ouvert le chemin et Ouais. lui, il est déjà entré dans il est entré dans le train Oui. en fait. Ok. Et quand je me suis lancé, ça, bon, et ça ne causait pas problème, hein. Ça, moi, ils disaient que bon, c'est à toi de voir, hein. C'est toi qui choisis. En fait, c'était comme s'ils étaient déjà habitués, quoi, parce qu'ils avaient déjà vu Oui. d'autres artistes. Parce qu'il y avait déjà mon grand frère qui faisait l'académie avant moi. Mhm. Puis moi, je suis arrivé en 2000, dans le nouveau système, là, en L1. LMD? LMD. Ok. Je commence en L1, LD, bon, en arrivant en LD, je me retrouve pas. Je me retrouve pas, en fait. Je pars à l'école, je fais ce qu'ils font, mais ce qu'ils me demandent, hein. Mais ce que moi je vais apprendre, je le prends pas. Donc, du coup, j'ai dû faire être, comme M. Chilo vient de le dire, Tu as été un autodidacte. Autodidacte. Je pense que pour Nems, ça serait la question devait être posée dans le sens contraire. S'il n'était pas artiste, qu'est-ce que sa famille aurait pensé de lui? Ah oui, c'est vrai, hein. Parce que dans sa famille, ils ont vu tellement d'artistes. Il y a que lui, Ouais. médecin, même. Ok. Donc je pense que c'est aussi peut-être à cause des époques, hein. Peut-être que voilà, à votre époque c'était difficile. Absolument. Et c'est même une question aussi que j'aimerais vous poser, c'est qu'à votre époque il n'y avait pas beaucoup de repères. On se disait mais pour moi je sais pas, moi je suis jeune encore, je suis encore tout jeune, mais même aujourd'hui je sais qu'il n'y a pas beaucoup de repères en ce qui concerne la vidéo et la création visuelle. Mais à votre époque je pense que c'était encore plus pire. Pire, ça se dit pas, pire. Et comment, en fait, vous aviez fait pour y croire? Parce que je pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient vous permettre de croire, mais comment vous avez fait pour y croire? Ça, c'est la question que l'on doit toujours se poser, c'est de savoir, en réalité, on a besoin de quoi dans la vie pour faire quelque chose? Des repères ou de faire la chose? Parce que en réalité, moi, je ne me suis jamais vu ici autour de cette table avec de merveilleuses personnes comme vous deux parler aujourd'hui de l'art. Je n'ai jamais imaginé ça dans ma vie. Moi, le plus important pour moi, c'était de faire l'art. Comme par exemple, il faudrait réaliser un clip. Pour moi, je réalise pas. Aujourd'hui, bon, je peux dire la vérité, ça a légèrement changé. Mais avant, c'était, je le fais d'abord et puis c'est tout. Je ne regarde pas ce qui forcément doit être fait demain ou est-ce que ça peut m'amener demain parce que je fais l'œuvre d'art et puis c'est fini. Donc c'est pourquoi en termes de repères il y en avait quand même parce qu'il y a eu des vidéos à l'époque aussi, hein, donc je pense que si vous voyez des clips à l'ancienne, donc il y avait des personnes qui le faisaient. Il y a eu, je connais Kapiku qui faisait c'est un aîné, c'est un vieux qui m'excuse de citer son nom comme ça, qui réalisait. Il y a l'ingénieur JP Kiss avec son équipe qui réalisait aussi des clips à l'époque. Donc, il y a plein de personnes qui le faisaient déjà avant nous. Mais maintenant, je te dirais vrai, le plus important pour moi, c'était rester dans mon monde que je m'étais créé moi-même, les bandes dessinées, Dragon Ball Z, qui me donnaient un peu mon style de faire les choses et tout ça. Donc, ce sont vraiment eux qui vous ont... Voilà, si vous parlez de repères ou quoi, je me suis retrouvé un peu dans ce monde-là un peu hollywoodien et tout, parce que l'effet qu'on regardait, que ce soit XOR à l'époque et tout. Ici, on ne réalisait pas ça, donc difficile de trouver un réalisateur ici qui pouvait me donner cette chance-là, enfin, pouvait me donner cette envie-là de vouloir réaliser des choses comme lui. Alors, je dirais, pour répondre à cette question-là, c'était assez compliqué d'en trouver à l'époque, parce que déjà, malheureusement, problème entre guillemets de culture, qui fait que déjà à l'époque on était déjà ouvert à autre chose. Oui. C'est vrai qu'eux ils réalisaient les clips ici, mais moi je regardais les clips de Michael Jackson, ce qui est très différent de ce que Toby Vance faisait ici. Donc vous pensez, vous avez déjà la vision d'une qualité très loin quoi. Parce que c'est qu'on nous servait à chaque fois à la télé. Ouais. C'est quand c'est pas les journaux de 20h, c'est XOR, de la Béja,
clip de Madonna, c'était donc et toi quand tu regardes, tu veux réaliser un truc pareil. Tu te dis, mais comment ils ont fait Voilà. ça? La question qu'on s'est peut-être jamais posée à comment est-ce que nos vieux ont eu à faire, parce qu'on regarde aussi leurs clips. Mais déjà du moment où on présentait les deux choses à la fois, où on regardait même souvent les œuvres des artistes overseas, comme on dit, des autres pays, Oui. que de nous-mêmes. Par exemple, les clips de Wengebe et CBG à l'époque, quand ils étaient tous ensemble, on en regardait, mais pas autant qu'on regardait des Johnny Hallyday et le reste. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, c'était déjà pas facile pour nous de trouver des repères par rapport à des locaux, si je peux les appeler ainsi. Oui. Pourquoi? Parce que leur œuvre n'était déjà pas trop Exposé. exposée devant nous. Facilement, on est allé ailleurs sans le vouloir. Et Moi, je dirais jusqu'à présent, hein, on est toujours ailleurs. voilà, c'est maintenant au moins il y a de ceux-là qui s'affirment. Il y a, Oui. il y a Nems. Je connais maintenant, par exemple. Ouais, mais à l'époque, Nems, je t'aurais pas connu. Oui. Parce qu'à l'époque, déjà, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et tout ce qu'on fait maintenant là, les podcasts, ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Il faudrait être un peu d'une certaine classe pour avoir le gros parabole qu'on plaçait généralement dans des maisons pour savoir quelques chaînes d'écoute. Ainsi. Oui. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Alors, ce qui fait aujourd'hui que on est beaucoup plus de personnes qui peuvent être des modèles que l'autre fois. Il y en avait, mais du moment où on n'était pas trop exposé comme aujourd'hui, les repères, c'était assez difficile. Et c'est pourquoi moi, quand on regarde mes œuvres, il y a même, je sais pas si on en parlera, le premier court-métrage que j'ai eu à faire où les gens disaient que bon, c'est trop. J'ai même eu des réalisateurs sur place qui sont venus lors de la production, qui m'ont dit rien qu'en regardant la production, on sent déjà que c'est pas trop une signature locale. Pourquoi? Parce que c'est l'influence. Donc, là où j'ai toujours vécu, là où je me suis toujours ressourcé, ce qui fait que les repères ici, malheureusement, j'en ai pas vraiment eu. Du fait que j'ai connaissé les personnes, mais leurs œuvres, on en voyait qu'une seule fois. C'est très difficile de prendre une personne comme référence si on voit qu'une ou deux œuvres à la limite, quoi. Donc, c'est-à-dire que il y avait des réalisateurs, cinématographes même Et il congolais. y en avait. Il y en avait, mais leur œuvre n'était pas assez exposée à la télé. Pour qu'ils deviennent des modèles. C'est comme aujourd'hui, Pochilo, vous me connaissez parce que vous voyez ce que j'ai eu à faire. Ouais. Et on a eu à discuter avec toi, Oui. on va spoiler un peu. Tu m'as parlé d'une œuvre d'art que tu ne savais pas que c'est moi qui l'ai réalisée, Oui. par exemple. Ouais, Oui. mais à l'époque, même cette œuvre d'art-là, vous l'aurez peut-être pas vue. Donc c'est très difficile, c'était très difficile à l'époque que vous puissiez mettre une œuvre et un artiste ensemble, soit vous voyez une œuvre où c'est la même chose que vous voyez toujours. Donc vous voyez, c'est la même chose qui se répète. C'est comme aujourd'hui on a une diversité, mais c'est possible, quoi. Ok. Et Nems, est-ce que tu connaissais déjà Paul Chilo? Bien sûr. Bien sûr. Ah bon? Vous êtes une star. Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Bon, quand j'ai débuté en 2019, il y avait déjà Monsieur Chilo. Je Non, suis mais là, c'est il y un a ancien. plusieurs personnes qui ne me connaissent pas. Ah oui? Il y a maintenant que les gens mettent un nom sur le visage, Mhm. mais avant les gens ne me connaissaient pas du tout. Pas du tout. Par exemple, moi, Je peux vous citer un clip que vous connaissez, je vous dis que c'est moi qui ai réalisé. Vous allez dire, ah bon, c'est vrai? dites-moi alors, on y va. Non, bon, disons, quel clip vous a vraiment épaté? Il y a longtemps. Ah, mais non, parce que maintenant, tout ce qu'ils font, c'est déjà super. Donc, je dis il y a longtemps. C'est vous qui posez cette question, je sais, mais bon. On inverse un peu les rôles. Il y a longtemps, moi, je faisais les clips, la personne qui faisait souvent des clips un peu intéressants. Là, vous parlez de la personne. Mais Plutôt. non, je vous parle de l'œuvre. Ok, l'œuvre, je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas comment. Je sais pas quel exemple je peux donner. T'as une idée? Je dirais l'autre côté. Hein. Alors, ça, l'autre côté. Ça, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ça, il n'y a pas longtemps. Il y a quoi? 3 ans? 4 ans? 3 ans quand même. Mais moi, je parle de près de 10 ans. Près de 10 ans. Ah. Là, Je vous compte vrai, le clip dit ça. Ah, c'était lui. En tout cas, je sais pas. J'ai aucune idée. Ah! Ça, c'est 2014, je pense, je sais pas. À peu près cette époque-là, si je me trompe. ouais, je me retrouve maintenant. Ou 2015, etc. Mais personne ne savait que c'était moi. Waouh. Il y a même d'autres clips encore plus anciens que personne ne saurait. Parce que, comme je dis, j'ai pas trop l'habitude de signer, mais bon. Au moins là, vous avez vu ça. Mais nous, à l'époque, quand tu regardes un clip, soit c'est le même clip, soit c'est déjà encore une anecdote. J'ai travaillé avec des groupes, des personnes qui, à l'époque, quand moi j'étais jeune, et ils prenaient 1 heure ou 2 heures pour faire 15 clips. Wow. Ouais, c'est vraiment un témoignage reçu de ces personnes-là. Pendant que, par exemple, pour Nami Kabi, si je dois citer que ça nous a pris 3 jours pour faire un seul clip. Mais eux, ils prenaient 2 heures pour 10 à 12 clips.
Donc, c'était en fait des clips bâclés, quoi. Voilà. Et l'autre côté, ça nous a pris plus de temps. Ça nous a pris 4 mois, 6 mois. Oui, parce qu'il fallait commencer la conception, Wow. commencer à faire les mises en place et tout ça. Voilà peut-être le pourquoi je suis pas trop dans les clips vidéo, parce que je préfère rester un peu dans la logique où si vous allez en studio, aucun artiste, bon, il y en a, mais c'est pas ce qu'ils font. Aucun artiste peut dire aujourd'hui qu'ils sont dans un studio d'enregistrement et ils font 2 heures ou ils font 2 jours pour enregistrer un album Mhm. ou une chanson. Mhm. Ça prend toujours le Oui. temps. Et ça prend énormément Donc de temps. pourquoi vous devez prendre 3 jours pour réaliser un clip? Donc, vous vouliez en fait, vous aimez faire du travail de bonne qualité Voilà. et vous savez Et que ça la prend qualité, du ça temps prend du toujours. temps. Mais je sais qu'ils sont généralement dans des contraintes du genre la sortie de l'album et tout ça. Oui, Ouais. il faut juste tout préparer en La avance. maison de production qui met la Mais pression. il faut juste tout préparer en avance. Ok. Mais bon, je comprends aussi cette logique-là. C'est pourquoi j'ai dit que je suis pas trop dans cela pour ne pas frustrer des gens et que je ne sois pas frustré. Non. Ok. Et si vous avez parlé du fait que, par exemple, le clip Hello Côté, ça vous a pris par exemple 6 mois, 4 mois, etc. Et ben ça tombe bien parce que j'ai envie aussi de vous demander à vous deux, je pense qu'on commencera peut-être par Nems, c'est quoi en fait qui fait la qualité d'un bon contenu visuel? Donc quels sont les éléments qui entrent en jeu? Seulement comme matériel, quoi. Tout. Moi, je dirais la créativité. Créativité. Oui, premièrement la créativité. Parce que tu peux même avoir même un très bon caméra, mais t'as pas de créativité. Tu sais pas comment t'y prendre, en fait. Ok. Oui, là je suis Non. d'accord avec toi. La créativité, La créativité, c'est important. c'est le plus important. Et puis, on aura le matériel. Le matériel pour avoir de très belles images, Mhm. des très bonnes dynamiques, codec, des APS, d'autres genres comme ça. Moi je suis un profane. Puis je me suis Oh, mais lui, J'essaie il de comprend. comprendre. Lui, il J'essaie comprend. de suivre. Oui, Alors, tu continues? oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, faut avoir d'abord la créativité. Et puis, ensuite, on aura le matériel. Ok. Ok. Oui. Vous, chez qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on est dans des. Heureusement, je l'avais dit au départ, c'est les écoles un peu différentes. Ouais. Alors, pour moi, ça serait pas du tout aller dans le sens de contredire ce que Nems dit, mais je donne ça dans un autre volet. Ok. C'est déjà le contenu en soi. Oui, parce que qu'est-ce que vous donnez, c'est quoi le message ou c'est le message. Si on ne parle pas du contenu, on peut parler du message. Oui. Parce que c'est vrai, il y a des créateurs. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous regardez un film. La plupart des films de Avengers et tout ça, c'est en termes de créativité, ils ont des effets visuels et tout ça. Mais pourquoi ça bide par moment, c'est lorsque le message ne passe pas, lorsque l'histoire ne tient pas la route. Oui. Donc il y a Thor 4, je pense que vous avez tous suivi, sans pourtant parler du nom du studio qui l'a réalisé. On se demande si c'est une comédie, c'est un film. Pourquoi? Parce que, et pourtant, il y a les effets visuels que ici, peut-être, on saurait pas arriver à égaler ces types d'effets, quoi. Mais, le message, les contenus, c'est ça, au fait. Si ça passe pas, ça passera pas. C'est comme ici, aujourd'hui, on est en train de faire ce podcast. On est sûr et certain que les personnes qui vont regarder ces podcasts, d'abord, sont des personnes qui vont s'intéresser au sujet. Oui. Donc, un docteur, lui, il va pas nous regarder là. À part, moi, j'avais cité, je disais les docteurs, sans ce sujet-là, il va pas se retrouver, sauf si il s'intéresse juste à autre chose. Mais on sait que les premières personnes sont ces personnes-là. Alors, je dirais, ce qui fait un bon contenu, c'est d'abord le message. Passez. Donc, si vous passez votre message, même si je peux aller plus loin que ce que Niam s'a dit, même si vous n'avez pas un très bon son, enfin si, le son, on va en parler après, je vais le dire, mais si vous n'avez pas une très belle image ou quoi, mais le fond, tout, je pense que c'est ça qui retient. Parce que regardez la plupart des anciens films, vraiment les anciens, hein, c'est même les Batman des années 80, les films Terminator et tout ça. Attends, ça date dès longtemps, les effets visuels sont très nuls aujourd'hui. Mais pourquoi on reste accroché à ça? C'est l'histoire, en fait. Pourquoi on regarde Matrix? C'est de 1999. Pourquoi Matrix est meilleur aujourd'hui que Batman qui vient à peine de sortir? C'est juste l'histoire. Mais les effets visuels, c'est maintenant, c'est plus waouh, la qualité, les nouvelles caméras et tout, c'est beaucoup plus évolué. Mais c'est l'histoire, que tu le veuilles ou pas. Et le sens de tout ce que vous allez faire. D'où maintenant, si je rejoins Nems,
après avoir eu cette histoire-là, c'est maintenant la créativité. Comment vous présentez cela? La présentation, en fait, c'est ça la créativité. Comment vous allez présenter ou préparer ces aliments que les gens vont manger. Donc, je dirais pour moi, si votre contenu doit attirer, qui veut dire que l'histoire doit vraiment être impactante par rapport au sujet déjà et à la personne qui sera devant ça. Ok, donc en fait, vous êtes juste complété. Ouais. Premièrement, c'est le contenu, l'histoire, ça doit être intriguant, intéressant. Et ensuite, on a la créativité pour pouvoir donner vie à cette histoire-là. Et ensuite, La manière dont c'est raconté, La et manière puis dont c'est le côté technique qui vient plus tard, parce que ce soit la technique, même c'est aussi des prérogatives. Mhm. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un très beau film, très belle histoire, très belles images. Si le son n'est pas bon, personne ne va suivre. C'est ça, c'est vrai. Mais le contraire, par contre, oui. Un film moyen, un film où l'image n'est pas ouf, Ouais. mais la qualité du son est super. C'est même ce qu'on voit sur Netflix et les autres éléments. Remarquez à chaque fois que vous regardez quelque chose sur Internet, quand la connexion baisse, Mhm. la première des choses qui se détériore ou qui impacte, c'est l'image. C'est l'image, pas oui, le c'est son. vrai. Ouais. L'image commence à Oui, accroître, oui, mais le ouais. son reste impeccable. Et c'est fait ainsi à dessein, du fait que la personne peut continuer à suivre par le son Mhm. que par l'image. L'image reste claire, mais tu n'entends plus ce qu'ils disent ou tu n'entends plus le mood de la scène ou du moment. Ouais. Donc, voilà. Sorry. Ça, c'est pas- D'accord, ça c'est vrai parce que le son il nous captive, il nous permet de mieux suivre l'histoire et de mieux comprendre ce qui se passe, etc. Et aujourd'hui, comment en fait vous faites pour créer? Qu'est-ce qui vous inspire dans la création visuelle? Quels sont les éléments quand par exemple vous avez un projet? Comment vous faites pour vous inspirer sur comment les différents angles que vous allez prendre, etc. Comment ça se passe tout ça? D'où elle vient? Comment vous faites pour vous inspirer? La Bible dit, la nature n'est en scène telle pas. Ah, ça c'est vrai. Même la Bible le dit. Donc, Ouais. normalement, on tire notre connaissance dans tout, en Mhm. réalité. Maintenant, quand on parle de comment cadrer, comment filmer, là, ça touche beaucoup plus le côté technique. Parce que c'est le message que vous voulez faire passer. Oui. Le plus important, c'est d'être inspiré, d'avoir le message que vous voulez transmettre et ou l'œuvre que vous voulez créer. Maintenant, concernant comment ça sera présenté, là, ça devient purement technique. Mhm. Vous ne le voulez pas, vous pouvez pas faire quelque chose, à part si vous le faites par hasard, comme on s'est dit là tantôt, Ouais, comme- et vous ne saurez pas revenir sur ça, mais sinon, reste dans une base de logique. Mhm. Vous voulez présenter, je donne un exemple. Vous voulez filmer Superman. Superman, on sait que c'est l'homme le plus fort de l'univers. Il le plus vole, grand, tout ce que- tout. il fait tout ce que on aurait tous souhaité faire. Ouais. Et j'imagine si on volait, on allait souhaiter marcher. Bon, ce qui est bizarre. Ouais. Mais pour mieux le filmer, vous devez toujours le représenter de haut. Oui. Donc, parce que c'est l'homme fort, providentiel et tout ça. Et pour le présenter de haut, vous devez garder la caméra un peu plus bas. Comme ça, lui, il aura l'impression d'être toujours l'homme fort. Ouais, plus- Ouais, là, ça reste dans une logique. C'est pas vous qui l'avez créé, mais vous avez compris les codes. Mhm. Savoir que si je veux passer un message, je veux parler de ceci, il en existe des codes. Ce Ok. que je fais pour que mon message soit compris, même s'il n'y a pas un langage sonore dessus ou visuel en termes d'écrit, mais que dès que vous montrez que les gens comprennent. Ça, c'est pour tout, n'importe quelle œuvre d'art, sculpture ou tout ça. Ça dépend de comment vous présentez. C'est pourquoi je dis comment on s'inspire. On s'inspire de la nature, on s'inspire de Dieu, parce que c'est Ouais. c'est lui le premier inspirateur par excellence. Maintenant, par rapport à tout ce qui est fait après, là, c'est l'étude. Vous devez Mhm. étudier pour justement connaître ces codes-là et pour savoir comment ça se passe. Moi, j'ai eu, même pas, si je dois parler de moi, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai depuis longtemps, vraiment très très longtemps, que je sais pas si je continue toujours à m'inspirer, parce que je n'ai même pas encore fini de réaliser tout ce que j'avais. Wow. Par contre, tout ce que je fais actuellement, c'est d'ordre technique. Mhm. Vous m'amenez un projet aujourd'hui, j'ai pas trop encore besoin de réfléchir, parce que je sais, la réflexion devient une seconde nature. J'ai fait certaines choses, moi je pense que je fais la chose parce que je la connais, et pourtant non, c'est après que je me rends compte, j'avais fait comme ça, du moment que je l'ai souvent fait. Mhm. Mais ça entre plus d'ordre technique, du fait que j'étudie et je continuerai toujours à étudier. Quand vous m'amenez un sujet, je sais que ça, je dois l'aborder comme ça, parce qu'il y a des principes qui existent déjà. C'est plus dans ce sens. Ok. Et toi, Nems, comment tu fais pour t'inspirer quand il y a des projets qui se présentent devant toi? Ouais, on s'inspire toujours de la nature.
Bon, je vais pas à côté de ces films. S'inspire toujours de la nature et puis le projet aussi. Ouais. La façon dont on a écrit le projet, le script est écrit. Et puis, la façon dont je lis seulement les scripts, je m'inspire déjà de ça. Oh, ça, je dois faire ça. Je dois faire ceci. Après, je vais me mélanger avec les sons que je vais utiliser pour les spots ou soit la création de contenu en question. C'est pas développement. Donc, je m'inspire beaucoup. À part la nature, je m'inspire aussi de la musique. Donc, c'est la musique qui m'inspire beaucoup de ce que je vais faire. D'accord. J'écoute déjà les sons avant, et puis j'ai déjà l'idée en tête. Je l'écris quelque part sur mon carnet, et puis je pars réaliser mon contenu. C'est un peu ça pour moi. D'accord. C'est très intéressant. C'est très grand, en fait, c'est très large cette question-là parce que la créativité vient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Déjà, je l'ai dit tantôt, on sait qui est le vrai inspiration, c'est Dieu. Oui. C'est lui l'inspiration par excellence. Je donnerai encore l'exemple de Lies of Ice. Moi, pour écrire ce film-là, j'ai vu une image. Et l'image que j'ai vue, c'est l'image de la scène qui existe aussi dans le film, où on a la jeune dame qui se touche le cou devant une fenêtre. Dans cette image-là, c'est ce que j'avais vu en premier pour tout le film. Ok. Donc, c'est à base de ça maintenant que j'ai commencé à écrire pour dire que c'est venu comme ça. Maintenant, dire comment cette image-là m'est venue, là, ça devient encore un peu plus compliqué. Je ne sais pas si c'était venu à force d'écouter une musique, à force d'avoir trop marché, parce que j'avais un souci, je sais pas, mais je sais qu'à un moment donné, oui, je voyais cette image-là. Et dire maintenant comment c'est arrivé, ça devient un peu compliqué. Ça reste de l'inspiration d'ordre mystère. Ouais. Quand on discutait là dehors, vous avez dit que, après que vous m'avez dit que vous avez travaillé sur certains projets, vous avez dit que j'ai eu l'impression de reconnaître un peu votre style. Okay. Et je sais pas si vous allez le confirmer, mais j'ai vu que ça jouait beaucoup plus sur la manière dont vous représentez les couleurs. Alors j'aimerais en fait vous demander qu'est-ce qui fait votre marque de fabrique? C'est quoi votre signature quand vous créez? Ce qui fait que les gens, quand ils voient, ils doivent se dire peut-être que ça doit être Pauchilo. Bon, en réalité, ça, c'est plus des gens qui regardent, qui reconnaissent qu'ils doivent répondre à la question parce que c'est eux qui ont fait cette étude-là, je pense. C'est difficile, j'ai pas eu le temps de m'étudier moi-même. Je sais ce que j'aime, mais dire exactement pour me reconnaître, faut voir ça. En réalité, comme on dit aujourd'hui, pour reconnaître Loco Akanza, c'est par sa voix. Oui, parce que Déjà, dès qu'il parle, il chante, vous savez faire la différence entre Loco et Koffi Olomide. C'est-à-dire, ça, c'est non. Et je pense que c'est ça qui fait justement un artiste, que vous devez avoir votre manière de faire. Alors moi, personnellement, c'est vrai, vous avez parlé de la couleur, et je vous ai dit que j'ai fait la peinture, peut-être que c'est ça qui prend un peu de déçu en moi. Le fait que j'ai été dans le banc de l'école en peignant et en faisant tout ce qui est de la couleur, ce qui fait que j'ai vraiment un œil assez regardant en termes des couleurs ou en termes des lumières aussi. Là, on parle d'architecture puisque c'est de la lumière qu'il s'agit. Alors, je suis beaucoup plus regardant du côté lumière et du côté couleur. ah ok. Pourquoi? Parce que ça va de pair. Quelle lumière, quelle couleur vous mettez devant quelle lumière devant quelle couleur. Et je suis aussi un peu technique. Personnellement, ça, je me reconnais dans ça. Des choses qui peuvent être simples, je trouverai toujours un moyen de rendre ça compliqué sans le vouloir. Et c'est après que je me rends compte que ça pouvait être simple. Pourquoi j'ai voulu faire ça pendant qu'on peut juste le déposer là et puis ça part. Mais vous dire exactement comment les gens peuvent reconnaître mes œuvres, ça c'est à eux de répondre. Mais moi, je peux reconnaître des autres personnes et je peux facilement répondre à la question pourquoi je reconnais l'œuvre d'un tel, de cette personne-ci ou cette personne-là. Mais parler de moi, ça sera un peu compliqué. Ok. Par contre, c'est à vous, si il m'était permis de vous poser la question, ce serait à vous dans le moment d'avoir cette question-là. Vous dire que, ok, vous avez remarqué vous savez que c'est moi. Comment vous avez fait? C'est à vous de dire s'il y a ça. Mais moi, le dire, parce qu'en réalité, on m'a posé une question une fois. Je vais faire rire. On m'a dit pourquoi, quand on voit mes pubs, on a l'impression, surtout en termes de couleurs, que ça se ressemble. Ah oui. J'ai dit, c'est pas de ma faute. Déjà, nous parlons, supposons si je parle que d'une seule marque. Je prends ce pot de fleurs. Ouais. Je parle de ça et à la pub qu'on doit faire 10 pubs pour ce pot de fleurs. On sait que la couleur qui représente ça, c'est le jaune et le vert. Peut-être le blanc si on veut. Mais comment on voulait avoir une autre couleur que ça pour un film qui parlera que de ce plan? Parce que là, si on va dans le mood, là, je suis un peu technique,
dans le mood, dans le temps et dans la charte graphique de l'élément, il faudrait bien représenter ces éléments graphiques. Oui. Et si c'est toujours du rouge, on sait qu'ici, on a beaucoup de lanceurs qui ont presque la même couleur. Oui, c'est vrai. Que ce soit Télécom ou Brassicole, Coca et tout, c'est le rouge, voilà, chez Vodacom, chez RTL, chez... Bon, dis-moi, présenter un film Vodacom et on dit que ça ressemble à un truc que tu avais fait d'RTL. Pourquoi? Parce qu'il y a du rouge. C'est normal, ils ont les mêmes Oui. couleurs. Ouais. Oui. Et surtout que vous pouvez pas rendre ce rouge-là un peu orangé, ça sera une autre marque dont vous aurez... Donc, c'est un peu ça, en fait. Ok. Et toi, Nems, dis-nous un peu, est-ce que tu as une marque de fabrique, quoi? Une petite signature, un petit truc que tu ajoutes toujours quand tu fais tes œuvres et tout? Ouais, j'ai une petite signature que j'ajoute toujours dans mes vidéos. En fait, j'aime trop de vidéos dynamiques. Ok. Ok. Donc, je prends 5 minutes de mon intro, que ce soit captivant. Donc, les toutes premières 5 minutes, 5 secondes plutôt. Mais j'allais demander, tu fais souvent des films et de l'en mettre. Les 5, tout premiers 5 secondes Ok. de ma vidéo, ça doit être captivant. D'accord. Donc, ça doit être un peu suspense, soit trop dynamique avec le son design. Surtout, je joue beaucoup avec le son design parce que je trouve que ça captive beaucoup les gens. Parce qu'on trouve trop de tendances hollywoodiennes. Ok. Donc, je me suis un peu basé sur ça. Mais tu n'essayes pas souvent de te baser, permettez-moi de Pas de problème. un peu le rôle, Et, de te baser un peu sur le script, parce que Oui. puisque c'est ça qui est si ton script ne te demande pas d'avoir un élément assez dynamique, tu fais comment? moi, je m'adapte à la situation. Mais si en fait, ça dépend de ma création. Et le contenu que je vais faire de la marque, ça dépend. Ok. La plupart des contenus que j'ai fait, ils ont voulu que je les propose en D'accord. façon de faire et puis je l'ai fait de ma manière. Ils ont apprécié. Non, je comprends absolument. C'est Merci. un peu ça. Je les propose et puis que je les propose de contenus un peu nouveaux. Ok. On change un peu des idées, on avance avec d'autres histoires. Comme j'ai fait une pub avec Heineken. J'ai beaucoup joué sur les étoiles. Les étoiles de sa marque parce que les trucs qui représentent la marque. Ok. J'ai beaucoup joué avec ça, de bouteilles, l'ambiance, le mood. Donc Ok. c'est un peu ça. Génial. Ok. Bah, maintenant, on va parler un peu business. C'est comment vous faites, vous, pour trouver vos clients, trouver vos marchés, etc. Parce que oui, vous avez la passion de création visuelle, mais comme on l'a dit, c'est un partage d'expérience. Donc, on partage la passion, mais on va aussi partager le côté business pour savoir en fait comment vous, au tout départ, parce que j'ai envie que vous puissiez nous dire au tout début pour vous, comment c'était, comment ça se passait, et même maintenant, comment vous faites pour trouver vos clients. Ce qui est sûr, j'ai su créer quelque chose qui m'a permis de toujours avoir des clients, sans le savoir comment et pourquoi. Qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé ma logique à moi, qui existait déjà, mais je me le suis approprié et créé d'une certaine manière. La logique qui est de jamais faire quelque chose pour de l'argent ou pour un client, mais faire quelque chose d'abord pour la beauté de la chose. Donc, il veut dire faire des créations d'abord avec passion, sans pour autant me soucier. Comme je l'ai dit là tantôt, je ne savais pas qu'un jour on se mettrait ainsi. Mais je sais ce que je ferai demain comme œuvre d'art. Je peux avoir une idée, mais je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener. Le plus important pour moi, c'est de réaliser quelque chose. Le premier travail que j'ai eu à obtenir dans ma vie, en 2009, quand j'ai parlé, c'est du fait que j'avais fait quelque chose en 3D, je sais pas si c'était un cube ou quoi, d'où même l'entreprise là qui s'appelle Cube quelque chose, j'ai oublié la chose, avait d'abord vu cette œuvre-là et ils ont voulu travailler avec la personne qui avait fait le 3D. J'avais fait, bien sûr, à l'époque. Comment je fais, moi, pour trouver des clients? Je fais en sorte de toujours bien travailler sur un projet. Comment je dis ça? Aujourd'hui, je vous ai parlé là tantôt que j'étais pas sur place. J'étais allé travailler ailleurs. J'étais allé travailler en Tunisie pour faire un projet. C'est un projet. Et cela, comment j'ai obtenu ce projet-là? Je les ai pas appelés parce qu'on ne se connaissait pas. Même eux me connaissaient pas. C'est du fait que ils ont vu un travail que j'ai fait et ils se sont dit, on veut travailler avec la personne qui a fait ce projet-là. Une autre personne. Ça a pris 6 mois de débats avec la maison de prod de l'autre côté. Pourquoi on fait pas ici? On connaît même des meilleurs qui peuvent arriver de l'Europe ou ailleurs. Ils ont dit non, nous on veut cette la réalisation. personne qui nous a donné ce résultat là. On ne sait pas c'est qui, mais on veut, tu vois, ce travail, c'est ce qu'on veut avoir.
Donc, pour dire que je mise beaucoup plus sur le projet que je fais, en espérant que ce projet-là, si ça plaît demain, c'est ce projet-là qui va m'amener le boulot. Maintenant, il y a des éléments qu'il faut faire, qu'il faudrait mettre en place, justement pour créer ces œuvres-là. Comme Nems le dit bien souvent, les équipements, matériels et tout ça, ça c'est vrai, ça entre en compte. Mais on travaille aujourd'hui pour une possibilité d'avoir un autre projet demain. Ou même ce qui fait que par moment, tu peux travailler dans le présent pour ne rien gagner. Sachant que c'est ce qui va te ramener du projet, des projets ou des clients demain. Donc moi, comme ça, c'est comme ça que j'ai eu à travailler. Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais soumissionné un projet. Jamais. Tout ce que je fais comme projet, ce sont des gens qui viennent. Et par contre, même, il y a des projets où je ne sais pas dire oui. Faute de temps, faute de charges, que j'ai déjà beaucoup de charges par rapport à d'autres projets. Et faute de... Juste, je dis non. Parce que pour moi, ça fait du bien de dire non. Alors, toi, Nems, comment tu fais? Est-ce que c'est comme avec Pauchilo, c'est tes œuvres qui parlent à ta place? Oui. Ouais, c'est toujours des œuvres, hein, parce que en soi, c'est un peu compliqué de m'afficher comme marketeur. Ah oui, hein, surtout, Oui. parce qu'en fait, vous communiquez Oui. au travers des visuels. Ouais, Et c'est maintenant à ces visuels-là de parler à votre place. Oui, oui. Comme ça, les gens, ils peuvent se dire, bah, comme vous l'avez dit, M. Pauchilo, je veux la personne qui a produit ça. Et c'est pour ça que même dans le business, en fait, il faut savoir se concentrer sur la qualité de son produit Oui. afin que le produit puisse parler à notre place. C'est pourquoi je plains toujours ceux qui travaillent pour de l'argent. Parce que ça a montré ses limites au fil du temps, que tu le veux ou pas, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Ceux qui travaillent pour la passion, ils vont toujours appeler. Et je sais qu'à un moment donné, on parlait du fait d'être professionnel en quelque chose ou pas. Alors, quand vous êtes professionnel, on n'appellera que vous pour ce travail-là. Il y a quelques instants, vous avez dit que vous travaillez chez Real Art Studio, c'est ça? Oui, oui. C'est votre studio ou C'est une maison de production, oui, qui justement englobe cette partie-là de production, qui fait de production par demande, qui fait des post-productions aussi par demande si besoin y a, et qui fait des locations d'équipements vraiment par moment. Pas à tout moment, mais quand le besoin se présente vraiment. vous y travaillez ou vous l'avez fondé? Fondé, et j'y travaille aussi. Ah, donc. Mais je ne suis pas le chef, les gars. Ok. Là, c'est moi qui ai fondé, et puis je l'ai laissé à quelqu'un. Ok, donc vous êtes entrepreneur. Oui, oui. Ok. Alors, Pauchilo, c'est une C'est une marque. marque, en quelque sorte. Je travaille chez moi. Alors, c'est ça, comme on fait que le dire, c'est que le podcast Pile ou Face, c'est un partage d'expérience. Et je pense que c'est important de pouvoir parler des défis que vous avez rencontrés quand vous avez lancé Real Art Studio. Et c'était quand? Après peut-être combien d'années? Real Art, c'est en 2012, je pense. À l'époque, vous étiez déjà en train d'œuvrer? Oui, je travaillais déjà. Et je sais, je vais faire rire Pitch, s'il m'entend, c'est un ami, un photographe, un très bon. Je travaillais avec lui dans une même entreprise. Alors, quand il m'était arrivé de vouloir commencer vraiment ma propre boîte, je me rappelle que j'étais allé voir notre patron, qui était un blanc, un Sud-Africain. Je lui ai dit, en fait, je pense qu'il est temps pour moi C'était ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, oui. Ok. C'était une maison de comment on appelle ça? Une agence de com, avec Vodacom à l'époque. Alors, je suis allé le voir dans son bureau, je lui ai dit, en fait, je pense que moi, il est temps que je quitte, parce que j'ai l'impression que je deviens beaucoup plus grand que l'entreprise. Alors, je peux pas être dedans. De peur de... C'est pas senti insulté? Non, par contre, justement, je sais pas si c'est ça qui m'a encore plus motivé. Il était tellement content. Il m'a serré dans ses bras, il m'a félicité, il m'a dit tu as ma bénédiction. Bon, c'est vrai que je suis parti sans avoir mon truc. Ça a l'air d'être une humiliation, mais bon. Mais au moins, il m'a pris dans ses bras, il m'a salué, il m'a félicité. Il est même allé raconter ça à tout le monde. Non, mais c'est rare parce que je pense que sûrement dans cette boîte-là, vous étiez quelqu'un de très talentueux. Aussi, on était tous, ce qui est sûr, c'était vraiment, était quasiment tous talentueux parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont des chefs d'entreprise, de maisons de com et tout ça. Pitch qui est un grand photographe. C'était vraiment une sorte d'arsenal qu'on avait mis ensemble. Et vous a laissé partir. Ouais, j'étais allé dire que... Et si je vous dis comment il m'a engagé là-bas, tu vas pas croire. Mais dites-nous. C'est Pitch qui voulait avoir justement graphiste, un animateur 3D, modéliste et tout ça. Il est allé voir un ami espérant. Ils se sont dit que je connais quelqu'un. Pitch m'a vu. Je lui ai dit, j'aimerais que tu passes dans le bureau. Il y a mon boss qui est là. Tu vois, les blancs et tout ça. À l'époque, il faisait le blanc. Donc, ils s'en foutaient un peu de tout. Mais ils avaient acheté une tablette graphique. Ok. Au bureau et personne ne savait comment l'utiliser et comment faire quoi que ce soit.
Moi, là, je suis encore étudiant à l'académie. Alors, je viens au bureau, il est assis là et tout. Alors, comment j'entre? La première des choses que j'ai remarqué, c'était la tablette. J'ai dit, oh purée, vous avez une tablette Wacom. On m'a dit, ah, tu connais? J'ai dit, oui, je connais, j'aime beaucoup. Ah, on l'a dit, parce que justement, depuis que c'est acheté, personne ne l'utilise. Alors, lui, il voulait faire évoluer et tout. Il dit, ah, je sais comment l'utiliser. J'ai dit, oui, je peux me débrouiller. Il m'a dit, ok, en blaguant, hein, dessine-moi. Et moi, c'était la première fois. J'étais déjà dessinateur, mais on travaillait sur une tablette. Je prends la tablette, son Photoshop, j'entre là, bon, il se met, et il attend que je dessine. Je me suis mis à dessiner. Tout le monde a arrêté de travailler. Ils sont venus derrière moi pour voir comment j'utilisais les gens, je dessinais tout ça. Et quand j'ai fini, il a sorti $50 payé pour son dessin. Il a payé. Il m'a dit, je te paye pour que tu signes, que je signe dans l'entreprise. C'est là qu'il m'a embauché. Et maintenant, 3 ans après, je pars lui dire que je quitte parce que je deviens beaucoup plus grand, sinon je risque de vous exploser de peur que, vu que je grandis. C'était mon ressenti, c'était la manière dont je me sentais. Il m'a pas trouvé un but, il m'a trouvé courageux, il m'a salué. Malheureusement, 1 année et demie après, ils ont fait faillite, ils ont fermé. Et Real Art jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai eu raison de dire peut-être que vous étiez en fait la clé et quand vous êtes parti. Bon, ça, c'est peut-être aussi d'ordre de gestion et tout ça. Mais au moins, il y avait une très belle équipe des personnes qui étaient vraiment assez fortes dans ce qu'ils faisaient. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que moi, j'ai eu à travailler et à créer mon business. Ça dépend aussi du courage. Parce que aujourd'hui, en termes d'entrepreneurs, ce qui nous manque réellement, en réalité, c'est le courage. D'accepter, de ne pas arriver, je veux pas parler d'échouer, mais je parle de ne pas arriver à faire quelque chose et d'arriver à gagner. Parce qu'à l'époque, je sais que quand je quittais ce travail-là, je venais de me marier 1 année et demie avant. Je venais d'avoir un enfant. Et j'accepte de quitter un emploi où on me payait déjà très bien à l'époque. Quand je dis très bien, c'est que je m'en plaignais pas du tout. Je pouvais, si tu me dis, tu travailles jusqu'à demain, je travaille jusqu'à demain. À l'époque, pour aller et ne pas être sûr de pouvoir amasser de l'argent après. Mais donc, c'était une décision risquée. Et je quitte une maison, j'ai payé à l'époque à $200 pour prendre une maison à $500 à l'époque. Mais je viens de démissionner. Mais je n'avais pas d'entrée sûre. Donc, c'était le risque, le goût du risque et la volonté de dire, bon, j'y vais. Si je pars pas, personne ne partira à ma place. Ok. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés au début? Les défis, c'est d'abord que les gens puissent t'accepter. Surtout nous, les créateurs. Les gens t'acceptent, te donnent confiance, te fassent confiance. C'est la première des choses. Tu peux être un très bon dans ce que tu fais, mais ça va de pair aussi avec la confiance. Si quelqu'un n'a pas confiance en toi, tu n'auras pas le marché, tu n'auras pas le projet. Et le grand défi que moi j'ai rencontré, c'était, là je rejoins encore mon confrère, c'était la création. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on commençait à faire trop des TVC, comme on appelle, des Vodacom et tout ça, en 3D, où il faut avoir une personne avec des effets. Donc, moi, ce qui me gênait un peu, c'est pas me gêner, mais qui me freinait un peu, c'était cette volonté de vouloir toujours créer. Parce que plus tu ramènes des choses nouvelles, c'est à ce moment-là que tu es beaucoup plus accepté et beaucoup plus cherché. Alors là, quand on a commencé à faire ça, moi, j'ai commencé à me faire connaître d'abord par la création. Et après, maintenant, le grand défi devenait, comme je l'ai dit là tantôt, par moment, on peut savoir que tu peux arriver à faire la chose, mais seulement on te le donne pas. Parce que tu n'as pas les compétences. Mais ceci parce que d'abord, la personne a quelqu'un d'autre avec qui il va travailler. Je donne un exemple. Supposons aujourd'hui, vous me connaissez. Vous savez que vous avez votre ami, frère, camarade Chilo qui peut réaliser un travail dont vous avez besoin. Je ne vois pas pourquoi vous allez chercher quelqu'un d'autre. Je donne un exemple. Parce que vous avez déjà quelqu'un. Et ça a commencé vraiment à entrer souvent trop dans le business. Où tu es la personne apte à faire la chose, mais on préfère donner à une autre personne, même si elle fera moins que vous. Ce qui a fait que j'ai pris ça comme une sorte de blocage et que j'ai commencé à vouloir me battre, à faire des choses tout autour de cela pour justement arriver à ce qu'on m'appelle pour dire qu'on veut travailler avec lui. Et pour ça, il y a plusieurs projets. Je me suis dit, bon, d'accord. Si je reste dans cette logique-là où on est toujours dans on t'appelle quand il y a personne d'autre à qui on peut faire confiance, ou la personne à qui on fait confiance n'est pas dispo, c'est pourquoi on t'appelle. Comment faire en sorte de travailler durement pour que les gens deviennent esclaves de ma création? En étudiant, j'avais un prof qui me disait toujours, nous les architectes, faites en sorte que quand on CV une façade,
d'une maison, d'une manière que quand le propriétaire entrera avec sa voiture ou même à pied en voyant la maison, avant de penser à sa femme, c'est à toi qu'il pense. Donc ça doit être tellement joli que quand il rentre, avant même de dire chérie, il pense d'abord à toi, l'architecte. Et c'est ça que je me bats toujours à faire, tant mieux que mal, à chaque fois quand je crée quelque chose, que cela vienne tuer ou casser ces obstacles-là que j'ai croisés dans ma vie. Okay. Parce qu'en réalité, je ne serais pas vraiment une très bonne personne apte à répondre à cette question-là. Okay. Parce que du moment que je n'en ai pas trop connu, ces blocages-là. Pourquoi ? Parce que j'étais pas focus dans cela. Okay. J'étais focus à la création. Et c'est ce qui m'a permis de débloquer certaines choses où je suis passé à un moment sans savoir comment je suis arrivé là. D'accord. Et toi, Nems, aujourd'hui, tu évolues comme freelancer ou tu as déjà créé ton entreprise ? Pour le moment, je suis freelancer. Et puis, je travaille avec une agence d'attache. Ok. Donc, en tant que freelancer, bah voilà, tu es entrepreneur, tu bosses pour toi-même et tout. Oui. Et les premiers défis que tu as rencontrés, dis-nous un peu, c'est lesquels ? De m'accepter dans une agence pour avoir même place pour travailler. Donc en fait, c'est que dans les deux époques, au départ, le problème, c'est l'acceptation. Il faut que les autres puissent t'accepter pour qu'ils croient en toi. Je pense que nous, à notre époque, c'était très compliqué qu'aujourd'hui. Du fait que nous, il y avait encore plus de blancs qui arrivaient. Si tu le veux ou pas, tu peux être grand, fort. Si ce projet-là a déjà un grand budget, même si c'est facile à réaliser, on donne ça à un blanc. Nous, c'était ça, le défi. Si c'est un petit projet ou même un grand projet, un petit budget, on te donne. Tu travailles parce que, mais si ça devient, ok, c'est combien? 100 000 $. Ah, non, faut appeler, là, ils font venir des gens, même s'ils font un travail que tu pouvais faire mieux. Ouais. Donc, nous, à l'époque, c'était comme ça, mais Dieu merci que maintenant, peut-être comme il dit, les défis, a un peu changé de direction du fait que là, maintenant, les blancs, ça arrive toujours, ils arrivent toujours, mais pas autant qu'autrefois. C'était ça la définition d'un bon projet. Il faut qu'un blanc soit dedans. Okay. Mais maintenant, Dieu merci. Maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Okay. Alors, je pense qu'on va chuter avec cette dernière question. C'est est-ce que la création visuelle paye en RDC? Nems. Oui, ça paye. Ça paye? Oui, ça paye. Ça paye bien? Bien, oui. Oui, ça paye bien avec des logiques précises. Précis, ok. Oui. Pour moi, ça paye bien, mais ça paye pas comme ça devait payer. Ah bon? Comment ça? Parce qu'ailleurs, vous gagnez beaucoup plus. Mais pourquoi vous restez ici? Parce que c'est ici qu'il y a le marché. Ailleurs, il y en a déjà plein, c'est saturé. C'est déjà saturé. Parce que j'aime mon pays. Personnellement, quand j'ai posé la question, vous m'avez demandé si j'allais manger quelque chose. Ouais. J'ai demandé si vous avez les poceaux. Ouais. Le poceau, vous en avez pas. Bah, imaginez maintenant, tu vas en France, tu cherches les poceaux, on fait quoi? Non, il n'y en aura pas. Donc, vous êtes fortement attaché à votre culture. Oh, moi, c'est mon pays. Je mourrai ici à San Salvador. Donc, en fait, vous vous rendez compte que la création visuelle, elle paye sur un RDC. Ouais. Et, comme vous le dites, pas forcément comme peut-être c'est fait ailleurs, mais au moins ça paye. Et malheureusement, je le dirais avec beaucoup de regrets, que ça n'a juste pas une... comment je peux dire? C'est pas équitable. C'est juste ça, en fait. Ok, c'est pas parce que oui, comme je l'ai dit là tantôt, à cause de certaines choses, il y a des projets peut-être qu'on me donnera, qu'on ne donnera pas à Nems, même s'il est capable de le faire. Donc c'est pourquoi je dis, ça paye, oui, mais ça dépend et c'est pas équitable comme ailleurs où il y a des comités, il y a des organisations où par exemple tous les réalisateurs, tous les architectes, les médecins et tout, ils savent qu'ils sont payés combien. Ah, ok. Par exemple. Ouais. Mais ici, quand moi je viens, on va me donner un budget. Quand c'est un blanc, même s'il dit rien, on lui donnera un budget qui est peut-être plus élevé ou 4 fois le mien. Quand c'est une autre personne qui commence peut-être après Nems, on lui dira non, mais toi, tu vas au moins ça, tu vas peut-être, tu vois. C'est ça. Mais pendant que si c'est une logique, on sait que pour faire ça, c'est déjà ça le budget. La personne peut monter, vous pouvez négocier, mais il y a déjà une sorte de barème. Ok. Malheureusement, non. C'est pourquoi je dis, c'est juste pas équitable. Donc, ça dit, c'est que la Bible, ça fait, c'est que la Bible a dit. On enlèvera ce qui en aura moins, on rajoutera ce qui en aura plus. En fait, c'est ce qui se passe, en fait. Ok. Donc, je pense que vous parlez en connaissance de cause et que vous avez sûrement des amis réalisateurs dans d'autres pays. Je suis dans tous les cas. Donc, il y a des fois où je sais quand je pars. Déjà, je suis allé, comme je vous ai dit,
en aparté, Mhm. faire le projet à Oyo. Mhm. Là-bas, j'étais entouré des grands noms, c'est les côtés, tout ça. Et il y a une de ces personnes qui a posté une photo où j'étais dedans. Et quelqu'un qui lui a écrit en lui disant, purée, comment vous avez fait pour avoir Chilo? Dans ce projet, vous avez du budget. Mais est-ce que c'est même si vous m'avez payé ou pas? Ouais, donc déjà là, il y a des projets où je gagne beaucoup d'argent. Mhm. Il y a des projets où je gagne peu d'argent. Il y a des projets où je gagne absolument rien. Absolument rien. C'est avec ces projets, je dis, je suis partout. Donc, il y a de ce projet, quand on me voit, on me dit que je suis une sorte de Rolls-Royce. Et d'autres, ils disent que eux, ils ont que des miettes pour donner à quelqu'un qui conduit catch, tu vois, les voitures, les IST. Il y a d'autres où je vais, on me dit que non, non, ça, c'est vrai, on veut travailler avec toi, mais on veut une production beaucoup plus. Leur raison, c'est une production beaucoup plus grande. Mhm. Ça veut juste simplement dire qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Donc, pas toi, tu vois, ils veulent faire la merde. Tu peux aussi faire une grande production. Non, 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 là, on veut. On veut Ça des arrive. grands noms et tout. Et ça arrive. Parce que vous, aujourd'hui, vous m'avez dit en aparté que voilà, vous travaillez internationalement. Vous Oui, ne oui. travaillez pas que ici. Mhm. Vous avez eu à travailler dans combien de pays, par exemple? Je ne sais pas citer parce qu'il y a de ces pays où j'y travaille sans pour autant mettre mes pieds. Par exemple, j'ai eu à faire des post-productions de films. Je suis même pas allé dans des pays là, que ce soit j'ai fait quoi, un film indien aussi. Mhm. J'ai fait la post-production, la partie grading. Il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a ici en Afrique surtout, où je suis vraiment beaucoup plus en déplacement. Donc, je fais plusieurs pays, mais je sais pas, je peux dire 10 pays, 4, 8 pays, parce qu'il y a d'autres où je suis jamais allé. Mhm. Mais ça s'est terminé ou ça s'est limité avec devant une caméra. Ok. Alors, je pense qu'on va chuter par là avec les conseils que vous allez donner à la jeunesse. Aussi, Anem, vous allez le faire en rappant. C'est là notre petit défi pour vous. Je sais pas, vous allez C'est faire pas un Nems, featuring c'est pas- avec Nems aussi parce que Je laisse ma main. C'est la question pour un champion. oh, Ok. On va aller. on va nous mettre l'instrumental. On va. Moi, je sais pas rapper. Ah, moi aussi, on sait pas. On peut Personne ne sait on rapper. peut slammer. On peut slammer ou il faut forcément rapper. Vas-y, Ça fait partie de la musique, hein. Ouais, allez-y, allez-y, Grand comme vous corps le sentez. malade. Ah, Et si ouais. je mets, je rends un peu grave ma voix. Vous imitez bien sa voix là. Ouais. Si je parle, je. Roméo King, Juliette kiffe Roméo. Et il faudrait que ça soit long ou ça peut être court. Faites comme vous le sentez. Ok. Là, je parle aux jeunes de mon pays. Ne vous laissez pas conduire sur ce qui est présenté, mais laissez-vous conduire sur ce qui est en vous. Car la chose qui réside en vous est beaucoup plus grande que ce qui est en extérieur. Et ce qui est en vous, ce qu'on appelle la créativité. Ça y est, et vous serez de m'appeler qui vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes que l'ombre de qui vous serez demain. Et demain, vous serez que celui que vous voulez être aujourd'hui. Donc, ne vous arrêtez pas. Que rien ne vous arrête. Que la conjoncture ne vous arrête pas. Que rien ne vous arrête. Que les manques ne vous arrêtent pas. Que rien ne vous arrête. Que le fait de vouloir faire quelque chose sans pour autant avoir la possibilité ne vous arrête pas. Que rien ne vous arrête. Même avec votre téléphone, vous pouvez crier. Ah, mais c'était très bon, hein. Ça c'était très bon. C'était très bon, c'était très bon, c'était Oh, très merci. bon, c'était très bon. Parfait. Miams, à toi. Allez, on va mettre Nems aussi. Même s'il a tapé fort, hein. Il a tapé très fort. Alors, Ah, nous, c'est un goût, ça. Monsieur Goat. vas-y. Bon. Je dirais à toutes les actrices de 2 ans, c'est que ils me voient à ce moment. Bon, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Croyez en vous, pensez-vous, et puis ne vous limitez pas. Ok, Donc, c'est ça. Le parfait. plus important, croyez en vous, lancez-vous, et puis ne vous limitez pas. C'est ce que moi j'ai fait. Le jour. Alors, Ouais, le mieux stylé.
Il est dedans. Ah, non, c'est l'inspiration qui est venue. On essaie d'écrire. Voilà. Oh, C'est l'inspiration qui est venue. Stéphane. Bah, je peux chanter. Pardon. Continue. Ah, ok. Si, on en On parle. essaie. Yeah. Pile ou face. Ouais. Ah. Aujourd'hui, on est à pile ou face. Pour vous parler de ce que vous devez faire. Création et c'est que l'on appelle les jeunes aujourd'hui à faire dans ce pays. Venez créer pour demain ouvrir les portes pour les jeunes à venir. Ouais, c'est ça. Nous attendons que vous soyez des créateurs. Comme ça, nous verrons notre beau pays. Ah, ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Alors, merci beaucoup Merci. à Pochilo. Merci. Merci beaucoup à Nems, Merci. à Victor. Et c'était le premier épisode de Pile ou Face. 2 générations, une table et une conversation pour un partage d'expérience. On se dit à la prochaine. Sinon, on vous demande de vous abonner, de partager et de laisser des pouces bleus. À la prochaine.